Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous propose un autre hors-série ce matin. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui me tient vraiment à cœur. Je vous dirai pourquoi. Eh bien, la question, elle est toute simple. Comment construire une identité forte dans nos communautés? Comment construire une fierté identitaire forte dans nos communautés? Vous savez, il m'arrive souvent de comparer ma communauté à d'autres communautés. Il m'arrive souvent de comparer le comportement des politiciens de la diaspora d'autres communautés au comportement des politiciens de ma communauté. Et 9 fois sur 10, je suis triste. Je ne trouve pas chez les politiciens de ma communauté, je ne trouve pas chez les membres de ma communauté la même fierté, cette fierté brûlante, cette fierté fiévreuse, cette fierté contagieuse qu'on retrouve dans d'autres communautés. Et en ma qualité d'influenceur, je me suis dit, tenez, on va aborder la question de manière pédagogique et on va surtout tenter de comprendre pourquoi cette fierté fiévreuse, cette fierté contagieuse ne se trouve pas toujours chez les membres de notre communauté et surtout, une fois qu'on aura compris pourquoi, on va chercher à faire en sorte que cela change. Tout un programme dans ce hors-série. Déjà, je vous remercie pour les marques d'appréciation que vous nous envoyez depuis qu'on a lancé ces hors-séries, c'est-à-dire ces émissions qui ne se collent pas à l'actualité journalistique, qui sont plutôt des émissions thématiques. Je choisis comme cela en fonction de mes intérêts à moi, en fonction de ce que je flaire
comme problématique dans nos communautés. Donc je choisis comme cela une thématique, un thème, un sujet, et je l'aborde tel que je la comprends, cette thématique, tel que je le comprends comme sujet. Et je suis tellement heureux, je suis tellement honoré que vous saisissiez la balle au bond, en sorte que vous nous manifestez votre appréciation de ces hors-séries. Eh bien, nous allons continuer à vous les présenter, surtout en saison estivale, et à l'automne, donc, nous reprendrons avec des analyses de l'actualité politique, des analyses de l'actualité sociale dans nos pays noirs. Merci d'être là. Donc, je vous ai annoncé le programme. À ce rythme-là, vous connaissez le rituel. Je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est convenu. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors avant la pause, on s'était promis de réfléchir à la question que voici, comment construire une fierté identitaire forte dans nos communautés. Comment rendre quoi nos communautés plus fortes du point de vue identitaire? C'est une question extrêmement importante. Et je vous dirais même que parfois on regarde le comportement d'un politicien d'origine haïtienne de la diaspora ou d'une politicienne haïtienne de la diaspora. C'est la même chose d'un politicien d'origine africaine, d'un politicien d'origine antillaise, exemple. Un politicien qui parfois est ministre, donc qui siège au sein du cabinet exécutif. Et voilà que son pays d'origine est confronté à une crise. Son pays d'origine est confronté à une problématique et le cabinet exécutif au sein duquel il siège a le pouvoir de régler le problème. Et souvent, je regarde cela, ce politicien d'origine haïtienne, ce politicien d'origine camerounaise, ce politicien d'origine africaine ou antillaise, plutôt que de porter ce dossier-là à bras-le-corps et de l'imposer à l'agenda du cabinet exécutif, va plutôt jouer la carte de l'haïtien sans couleur, sans odeur, sans saveur, bref, de l'haïtien honteux, qui cherche même à faire oublier qu'il était haïtien, en sorte que, à chaque fois, ces politiciens-là ratent une occasion immense d'imposer la problématique de sa communauté d'origine au cœur de l'agenda du cabinet exécutif. Je vais commencer par un exemple qui m'a beaucoup attristé. Il y a peut-être 18 mois, 24 mois même,
donc 2 ans, on était en pleine crise de la pandémie ici. Et au Québec, les personnes âgées mouraient littéralement comme des mouches parce que la pandémie a pris le système de santé du Québec à la gorge. On dirait que ces gens-là dormaient et qu'ils n'étaient pas du tout au courant qu'il y avait une pandémie qui s'en venait. Si bien que lorsque la pandémie frappait au Québec, les personnes âgées mouraient littéralement comme des mouches. Beaucoup de ceux qui travaillaient dans le système de la santé étaient eux-mêmes malades et le système de la santé du Québec, n'est-ce pas, déjà faisait face à une pénurie de main-d'œuvre. Et là, écoutez-moi bien, on a fait appel à des préposés d'origine haïtienne dont la plupart n'avaient pas encore de statut au Québec. Vous me suivez jusque-là? Toussaint Louverture est le libérateur noir qui a eu en son temps et après sa mort le plus grand rayonnement politique de toute l'histoire. Sa renommée est littéralement mondiale car rapidement son nom est devenu le symbole de l'autodétermination des peuples dans les Amériques, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et même en Asie. Les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir, même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche. Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain. Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60 $. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50 $. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10 $ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Des Québécois et des Québécoises du troisième âge mouraient comme des mouches, on parlait même de d'hécatombe dans les centres hospitaliers du Québec. Le système est pris à la gorge. Déjà, il y avait une pénurie de main-d'œuvre. Et en cette crise de la pandémie, on s'est tourné vers des préposés d'origine haïtienne. Et le premier ministre du Québec y est allé même jusqu'à les appeler les anges gardiens du Québec. Vous me suivez jusque-là? Sauf que beaucoup d'entre eux n'avaient pas de statut. Ils étaient arrivés par la frontière américaine, demandant l'asile politique, sauf que du point de vue strict du droit international, ce n'était pas vraiment, reconnaissons-le, des demandeurs d'asile au sens strict, sauf qu'ils sont là depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans pour quelques-uns d'entre eux. Ils travaillent, ils payent des impôts, quelques-uns d'entre eux ont réussi à s'acheter une maison, ils ont acheté des voitures et ils s'intègrent
dans le système de la santé parce qu'ils ont suivi des cours privés pour devenir préposés dans les centres hospitaliers du Québec. Et devant leur dévouement à soigner les personnes âgées du Québec, le Premier ministre François Legault y est allé d'une phrase extraordinaire en les qualifiant d'anges gardiens pour les aînés du Québec. Eh bien, nous étions plusieurs de la communauté haïtienne à vouloir saisir la balle au bond. Voilà que le Premier ministre reconnaît la contribution de ces préposés d'origine haïtienne dans la gestion de la pandémie, en sorte que sans eux, ces préposés-là qui n'ont pas de statut, eh bien, il y aurait beaucoup plus de personnes âgées qui mourraient, qui seraient mortes, donc. Et là, nous étions plusieurs à saisir la balle au bond, plusieurs organismes communautaires. Je ne veux pas nécessairement les nommer de peur de n'en rater quelques-uns. Plusieurs organismes communautaires ont saisi la balle au bond. Ils ont écrit au Premier ministre du Québec, François Legault. Ils ont écrit au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Ils ont aussi écrit, suivez-moi bien, à la ministre d'alors de l'immigration du Québec, qui fut non seulement ministre de l'immigration, mais qui fut aussi ministre des Affaires internationales du Québec, pour leur dire à ces trois autorités-là, au Premier ministre du Canada, au Premier ministre du Québec et à la ministre de l'immigration, elle-même d'origine haïtienne, suivez-moi bien, les organismes communautaires ont écrit à ces personnes en autorité pour leur dire, tenez, vous venez de reconnaître la contribution de ces préposés d'origine haïtienne, dont beaucoup d'entre eux n'ont pas de statut au Québec, puisque vous les qualifiez d'anges gardiens, faisons un pas de plus, régularisons leur statut. Ils sont là depuis 3 ans, ils sont là depuis 4 ans, et j'aime à le dire, les Haïtiens sont de bons immigrants, en sorte que dès qu'un Haïtien arrive en terre étrangère, il va trouver une façon de travailler. Il va travailler n'importe comment. Il va travailler à des horaires impossibles. Il va accepter des jobs impossibles. Il va payer des impôts en terre étrangère et il va soutenir, n'est-ce pas, la famille d'origine. Ce sont de bons immigrants, d'autant que dans le cas des Haïtiens au Québec, nous avons une longue histoire d'immigration avec le Québec qui remonte au-delà des années 40, n'est-ce pas, au siècle dernier. Et en plus, nous partageons une langue, c'est le français. Donc, toutes les indications devaient être au vert pour que le Premier ministre du Québec et la ministre de l'immigration d'origine haïtienne disent oui. Si ces gens-là passent le test de la sécurité, c'est vrai qu'on ne veut pas accueillir des criminels, on devrait pouvoir régulariser leur statut. Quelle ne fut ma déception, quelle ne fut ma tristesse de voir que malgré les nombreuses lettres qu'on a écrites à la ministre de l'immigration d'origine haïtienne, malgré les nombreuses sollicitations qu'on lui a faites, quand Dieu dit « on », c'est les divers organismes communautaires, la ministre n'a jamais répondu aux organismes communautaires. Et contrairement à nos attentes naturelles, la ministre de l'immigration, pourtant d'origine haïtienne, n'a pas créé un programme spécial pour régulariser tous les préposés d'origine haïtienne qu'on considérait alors comme des anges gardiens, de manière à leur accorder la résidence permanente au nom ou en reconnaissance de leur contribution dans la gestion de la crise de la pandémie. Je me suis mis alors à penser, mais pourquoi, quand un Haïtien est élevé en dignité, il fait tout pour oublier qu'il est haïtien? Je me suis mis à me demander, mais pourquoi, quand
quelqu'un de notre communauté est élevé à un poste d'autorité, tout à coup, il devient sans odeur, il devient sans couleur, il devient sans saveur, en sorte que il est gêné de faire avancer des causes proprement haïtiennes au sein du cabinet exécutif sur lequel il siège. Je sais, je vous entends. Vous direz, ah ouais, mais vous savez, on n'est pas élu nécessairement par des Haïtiens quand on fait de la politique en diaspora. On ne peut pas s'occuper uniquement des causes haïtiennes dans un pays étranger. Vous notez que je n'ai jamais dit que les politiciens d'origine africaine, les politiciens d'origine haïtienne devraient s'occuper exclusivement de causes haïtiennes. Mais ma foi, quand il y a une crise spécifiquement haïtienne, il me semble qu'on est en autorité pour pouvoir faire avancer des causes haïtiennes au sein de l'agenda de l'exécutif. Mais si je veux poursuivre votre réflexion, ah oui, mais vous savez, on est haïtien, oui, d'origine, mais on est quand même au Québec et on est dans un gouvernement québécois. On n'est pas là pour faire avancer l'agenda haïtien dans l'agenda du Québec. Faux. Faux. Et l'exemple le plus récent que je puisse vous servir, c'est l'exemple de Chrystia Freeland, qui est vice-première ministre du Canada, mais qui est d'origine ukrainienne. Cette femme qui est non seulement vice-première ministre, mais qui est ministre des Finances du Canada, mais, je le répète, qui est d'origine ukrainienne. Lorsque cette crise en Ukraine a débuté par l'entrée en guerre, n'est-ce pas, de la Russie sur le territoire ukrainien, Chrystia Freeland aurait pu se dire, écoutez, je suis élu dans un pays qui n'a rien à voir avec mon pays d'origine, qui n'a rien à voir avec la Russie. Elle aurait pu se dire, écoutez, je n'ai pas été élu pour régler des problèmes ukrainiens au Canada. Je peux regretter cette guerre, je peux regretter cette situation-là en Europe, mais en effet, je suis au Canada et les Canadiens n'ont pas voté pour moi pour régler les problèmes de l'Ukraine. Elle n'a pas fait cette réflexion-là. Notez, c'est le genre de réflexion que les nègres de service font. C'est le genre de réflexion que les token black, ceux-là qu'on met à des postes prestigieux de manière à ce que le pays d'origine puisse se donner bonne conscience en disant « Nous ne sommes pas racistes, regardez, on a nommé une femme noire, on a nommé un homme noir à tel poste prestigieux. » Non, Chrystia Freeland n'a pas fait ça. En sa qualité de vice-première ministre du Canada, c'est quand même un pays du G7. En sa qualité de ministre de l'économie du Canada, Chrystia Freeland va mobiliser l'agenda de l'exécutif du gouvernement canadien de manière à ce que le Canada fasse pression auprès des autres pays du G7 pour qu'on punisse la Russie parce que la Russie est intervenue dans le pays d'origine de Mme Chrystia Freeland. Vous me direz, ah oui, mais ce n'est qu'une, si vous voulez, une conjonction de causes. Les États-Unis et d'autres pays de l'Europe, n'est-ce pas, cherchaient aussi à punir la Russie pour son intervention en Ukraine, mais elle aurait pu jouer la carte de l'Ukrainienne sans odeur, sans couleur, sans saveur, et tenir le discours que les politiciens d'origine haïtienne ou les politiciens d'origine africaine ont l'habitude de tenir pour refuser de défendre l'agenda de leur pays d'origine dans les conseils exécutifs sur lesquels ils siègent. Non, elle ne s'est pas cachée d'être une vice-première ministre d'origine ukrainienne. Elle ne s'est pas cachée d'être une ministre des Finances d'un pays G7 d'origine ukrainienne. Elle mobilise les énergies de ses confrères autour de la table pour défendre son pays d'origine. Voilà, quant à moi, un exemple d'une fierté identitaire forte. Dites-moi, les amis,
33% de mes auditeurs sont aux États-Unis. Il commence à y avoir beaucoup d'élus d'origine haïtienne aux États-Unis. Beaucoup. Que ce soit en Floride, que ce soit à New York, ailleurs. Moi, je dis bravo pour eux. C'est de beaux avancements pour eux. Mais entre nous, là, entre nous, où étaient passés ces politiciens, ces élus d'origine haïtienne, lorsque, en septembre dernier, en septembre 2021, les shérifs du Texas chassaient les Haïtiens comme autrefois on chassait les esclaves, tels des animaux, qu'on leur lançait des cordes. Où sont passés ces politiciens d'origine haïtienne quand Biden continue à violer la loi américaine sur l'immigration et continue à déporter des Haïtiens, malgré le fait que la loi fait obligation à l'exécutif, qu'avant même de déporter un demandeur d'asile, qu'un juge puisse l'entendre et que ce soit un juge qui statue sur sa demande. Non, on les déporte et ces politiciens d'origine haïtienne, tout à coup, deviennent sans odeur, sans couleur, sans saveur. Moi, je les appelle des Haïtiens honteux. C'est des gens, comme j'aime à le dire, qui amènent leur parti politique dans nos communautés. Quand ils sont en campagne, ils vont venir nous parler du Parti républicain, s'ils sont membres de ce parti. Ils vont venir nous parler du Parti démocrate, ou s'il s'agit du Canada. Ils vont venir nous parler du Parti libéral. Ils vont amener même, n'est-ce pas, des Blancs dans nos communautés qui vont baragouiner quelques mots créoles. Donc, ils amènent leur parti dans nos communautés. Mais quand nos communautés sont confrontées à des problèmes, quand nos communautés sont confrontées à des crises, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, tout à coup, deviennent des Noirs honteux. Ils n'ont ni saveur, ni odeur, ni couleur. Au fait, ils deviennent Québécois, ils deviennent Américains, plus Américains qu'Haïtiens, plus Canadiens qu'Haïtiens, refusant ainsi de défendre l'agenda de leur communauté dans leur parti politique. Et là, j'aime à dire qu'on en a assez des politiciens qui amènent leur parti politique dans nos communautés. Il nous faut une nouvelle classe de politiciens en diaspora qui amènent leur communauté dans les partis politiques. C'est-à-dire qui vont en politique pour défendre l'agenda de leur communauté au sein de leur parti, car le titre dont ils sont les plus fiers, c'est d'abord d'être haïtiens. Et donc, je suis parti de ces exemples-là. Je suis parti de ce cas concret d'une haïtienne qui avait le portefeuille de l'immigration, tandis qu'il y avait des compatriotes qui étaient confrontés à un statut irrégulier en matière d'immigration et qui a choisi de faire la sourde oreille devant les sollicitations des organismes communautaires, n'est-ce pas haïtiens, pour ne pas être trop haïtienne. Dans un cabinet exécutif québécois, dans un cabinet exécutif canadien, alors que Chrystia Freeland a mobilisé tout le cabinet exécutif du Canada pour soutenir son pays d'origine, l'Ukraine. Je n'ai pas de doute que s'il s'était agi aussi d'un ministre d'origine juive, s'il s'était agi aussi d'un ministre d'origine israélien, et si Israël se trouvait dans un conflit quelconque, je n'ai pas de doute que ce ministre d'origine israélienne, n'est-ce pas, mobilise toute l'énergie de ses confrères en vue de prendre position pour Israël. Mais quand il s'agit de nous, vous connaissez cette phrase, « Ah, c'est le premier haïtien qui fut élu député dans telle circonscription. Ah, c'est la première femme d'origine haïtienne à devenir chef de parti. Oh, c'est le premier noir, n'est-ce pas, à être élu ou bien à être nommé ministre, etc. » Bien fait pour eux. Mais la véritable question désormais à se poser, c'est
qu'est-ce que cet homme ou cette femme qui est élevé en dignité fait-il concrètement pour faire avancer l'agenda de sa communauté? Et vous savez quoi? Désormais, je ne me contente pas de voter pour quelqu'un parce qu'il est d'origine haïtienne. Je ne me contente pas de voter pour quelqu'un parce qu'il est noir, parce qu'elle est noire. Je me pose toujours la question, quel est le bilan de réalisation de cette personne dans sa communauté d'origine? Et si son bilan est maigre, si son bilan est chétif, s'il ne peut rien faire valoir pour sa communauté, eh bien je vous regarde dans les yeux pour vous le dire, je préfère voter pour quelqu'un d'autre plutôt que de donner mon vote à quelqu'un dont le seul mérite c'est de dire « je suis d'origine haïtienne ». Alors que quand cette même communauté est confrontée à une problématique, cette personne-là tout à coup devient sans odeur, sans couleur, sans saveur. Comment donc construire une fierté identitaire forte dans nos communautés? Si Chrystia Freeland, pour ne prendre que cet exemple-là, parce que l'actualité ukrainienne fait encore les manchettes, défraie encore les manchettes, si Chrystia Freeland met en avant son origine ukrainienne, si Chrystia Freeland fait valoir sa fierté ukrainienne, d'une part, d'autre part, je constate à quel point nos politiciens d'origine haïtienne, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Canada, ou les politiciens d'origine africaine, je constate à quel point ils sont des politiciens honteux. C'est comme s'ils ont honte d'être haïtiens. C'est comme s'ils font tout pour qu'on ne sache pas qu'ils sont d'origine haïtienne. Et conséquemment, ils n'ont pas les couilles pour faire avancer l'agenda de leur communauté au sein des cabinets où ils se trouvent. Et quand je dis ça, je pense aux politiciens, mais j'aurais pu aussi penser à des gens qui sont élevés en dignité dans d'autres institutions. Ils sont PDG de telle boîte, ils sont nommés au sein du conseil d'administration d'une banque, ils sont nommés au sein du conseil d'administration de telle institution. Fine, bien fait pour eux. Mais au terme de leur mandat, est-ce qu'il y a plus d'Haïtiens qui ont été embauchés dans cette boîte-là? Est-ce qu'il y a plus d'Africains qui ont eux aussi reçu des promotions? Bien sûr en fonction de leurs compétences, bien sûr sur la base de leurs mérites, ou bien est-ce que ces gens-là vont se contenter de dire « j'ai été le seul Haïtien ou le seul Africain, n'est-ce pas, à être nommé au sein de ce conseil d'administration ». Après toutes ces années d'immigration au Canada, si tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est le premier Haïtien à être nommé dans ceci, c'est la première Haïtienne à être nommée dans cela, c'est bien triste. Il nous faut trouver autre chose. Et donc, comment construire une fierté identitaire forte dans nos communautés? Je vais y aller à partir de maintenant avec un certain nombre de suggestions. Toussaint Louverture est le libérateur noir qui a eu en son temps et après sa mort le plus grand rayonnement politique de toute l'histoire. Sa renommée est littéralement mondiale car rapidement son nom est devenu le symbole de l'autodétermination des peuples dans les Amériques, en Europe, en Afrique, aux États-Unis et même en Asie. Les parents attribuaient son nom à leurs enfants afin de leur assurer un brillant avenir, même en Asie, imaginez. Et les soldats partaient en guerre avec son effigie à leur cou ou dans leur poche. Au-delà de son prestige personnel, le projet politique de Toussaint Louverture est plus actuel que jamais en ce qu'il propose un vivre ensemble qui intègre l'altérité et qui transcende la race, le genre et les classes sociales. Sa vision sociétale ne se nourrit ni d'amnésie ni de ressentiment. Elle transcende les rancunes et les blessures afin de produire un nouvel être humain qui croit en la fraternité universelle et au mérite. Plus que jamais, Toussaint Louverture commande un nouveau regard sur l'humain.
Mesdames, Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie prochaine de mon tout dernier livre, Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Le livre sortira en français et en anglais en librairie le 1er octobre prochain au prix de 60 $. Cependant, vous pouvez le commander en pré-vente dès à présent sur mon site personnel au prix de 50 $. Commandez-le maintenant et bénéficiez d'un rabais substantiel de 10 $ sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, en français et en anglais. Commandez-le maintenant sur mon site personnel www.jeanfilsaimé.com. Comment construire donc une fierté identitaire forte dans nos communautés? Eh bien, tout commence dans la famille. Tout commence par la famille. Tout commence dans la famille. Au fait, la famille, c'est vraiment le premier socle de la fierté identitaire. Peu importe la communauté que je pourrais prendre en comparaison et au sein de laquelle les gens sont fiers d'être juifs, d'être italiens, d'être indiens, etc., d'être arabes, bah oui, c'est des gens qui ont une fierté identitaire très forte. Ça commence par la famille. Un enfant qui entend souvent son père et sa mère dire « Ah, moi, je ne veux pas faire affaire avec des Haïtiens ». Un enfant qui entend souvent ses parents dire « Ah, moi, je ne vivrai pas dans un ghetto haïtien ». Un enfant qui entend souvent ses parents dire « Écoutez, moi, je ne ferai pas appel à des professionnels haïtiens ». Il finit par intégrer cette honte. Il finit par sentir qu'être haïtien ou être africain, c'est une espèce de stigmate qu'il faut cacher et dont il faut se débarrasser. Alors, puisque le premier socle, la première courroie de transmission de la fierté identitaire au sein d'une communauté, c'est la famille, il nous faut donc des familles qui sont si fières d'être haïtiennes qu'elles transmettent cette fierté-là aux enfants. J'ai quelques jeunes collègues de travail qui sont nés ici et qui, à un moment donné, dans leur quête identitaire, ont dit, écoutez, oui, c'est vrai que nous sommes nés au Québec, c'est vrai que nous sommes nés au Canada, mais nous sommes d'abord et avant tout des Haïtiens. Et quand je prends le temps de leur parler, ça n'a pas toujours été facile de s'identifier, n'est-ce pas, comme haïtien, de s'identifier comme haïtienne, parce que, vous savez, cette espèce de fierté identitaire-là n'a pas toujours été le premier élément dans l'éducation familiale. Et dans le cas des familles haïtiennes, nous avons un foutu problème. Vous savez, c'est quoi ce foutu problème? Nous sommes chrétiens. Et je le sais parce que nos églises nous enseignent que le titre dont nous devions être le plus fiers, c'est celui d'être chrétien. Le titre dont nous devions être le plus fiers, c'est le titre d'être enfant de Dieu, d'être enfant de Jésus, etc. Sauf qu'on oublie que à chaque fois qu'on nous présente ce Jésus-là dans un film, eh bien, il ne nous ressemble pas. Sauf qu'on nous fait oublier que ceux-là qui nous ont présenté ce Jésus, ceux-là qui nous ont présenté, n'est-ce pas, ce Dieu-là dont nous sommes censés être fiers d'être les enfants, mais c'était nos pires ennemis. Ceux-là même qui nous ont désappris à être haïtiens. En sorte que donc, si l'on veut construire une conscience identitaire forte, si l'on veut construire une fierté identitaire forte dans nos communautés, ça doit commencer dans la famille. Il faut faire attention. Les enfants épongent tout ce qu'ils entendent. Ils reproduisent tout ce qu'ils nous voient faire comme parents.
Et si à la blague, on dit « Ah non, mais je ne vais pas appeler un professionnel haïtien pour accomplir telle tâche à la maison », si à la blague, ils nous entendent dire « Écoutez, moi, je ne pas fait affaire avec haïtiens », ils finissent par désapprendre à être haïtien. Ça commence donc dans la famille. Le juif apprend à être fier d'être juif parce que sa mère lui transmet cette fierté juive. L'Italien est fier d'être italien parce que chez lui, ses parents lui transmettent l'amour, n'est-ce pas, du pays d'origine. Ce n'est pas parce que notre pays est politiquement instable. Ce n'est pas parce que notre pays est appauvri que nous devons, n'est-ce pas, perdre ce sens de responsabilité qui consiste à transmettre notre fierté à nos enfants. Et je vais vous regarder droit dans les yeux. S'il est un titre dont je sois fier plus que les autres, c'est celui d'être haïtien. Je ne cache pas mon haïtianité. Et quand on touche à ce trait identitaire en moi, je deviens littéralement, si vous voulez, enflammé et prêt à défendre ce pays que j'aime d'un amour furieux. Cette fierté identitaire, je la transmets à mes filles, en sorte que même si elles sont nées ici, elles se définissent, avant d'être québécoises, avant d'être canadiennes, elles se définissent d'abord et avant tout comme haïtiennes. Donc cela commence, les amis, dans la famille. Soyez fiers de votre histoire. Je suis historien de formation, j'ai enseigné l'histoire du Québec pendant de longues années. Et honnêtement, je le dis sans chauvinisme, je ne connais pas de plus belle histoire de peuple que l'histoire d'Haïti. Je le dis sans chauvinisme, je ne connais pas d'histoire plus palpitante que l'histoire d'Haïti. Eh bien, quand on veut construire une identité forte, quand on veut construire une fierté identitaire forte, on enseigne l'histoire de son pays, de sa communauté à ses enfants. Je vous entends. En tant que parents, vous n'êtes pas tous des professionnels de l'histoire. Pas plus que je n'exerce votre profession, pas plus que je n'exerce votre métier, mais là encore, je vais comparer ma communauté à d'autres communautés. Vous savez, les Juifs, justement, vont amener leurs enfants à l'école du Shabbat. Ils vont amener leurs enfants à la synagogue, pas seulement pour qu'on leur parle de Torah, mais pour qu'ils apprennent la langue, l'hébreu, pour qu'ils apprennent le yiddish, pour qu'ils apprennent leur histoire, pour qu'ils apprennent, n'est-ce pas, leur culture. Quand vous n'avez pas, n'est-ce pas, la formation d'historien, eh bien, vous savez quoi? Comme parents, vous identifiez un centre communautaire, et il y en a beaucoup, n'est-ce pas, dans les communes, dans la communauté haïtienne. Vous identifiez un organisme communautaire qui enseigne l'histoire, qui enseigne le créole, qui enseigne, si vous voulez, le b.a.-ba de la culture haïtienne. Vous y inscrivez vos enfants pour qu'un professionnel, quelqu'un dont c'est le métier d'enseigner l'histoire, puisse enseigner l'histoire d'Haïti à vos enfants. Et je veux ici rendre hommage à des professeurs d'origine haïtienne du Canada qui se sont battus pour imposer dans le cursus scolaire du secondaire d'ici un cours d'histoire d'Haïti. Cela n'a pas toujours été fait. C'est vrai que lors du fameux mois de l'histoire des Noirs, on va inviter des conférenciers à venir parler de l'histoire d'Haïti, mais je sais que certains profs se battent encore, surtout dans le Grand Montréal. Au nom du fait que le peuple haïtien et le peuple québécois ont une histoire semblable, au nom du fait que l'émigration haïtienne, n'est-ce pas, a une longue durée au sein du Québec, mais un cours d'histoire d'Haïti dans le cursus scolaire québécois ne serait pas de trop, eh bien, je veux rendre hommage aux profs qui continuent à se battre pour cela. Mais en attendant que cela ne devienne une réalité, vous, comme parents, vous avez ce devoir. Vous avez ce devoir
d'inscrire vos enfants dans un centre communautaire où on enseigne l'histoire d'Haïti si vous ne la connaissez pas vous-même, l'histoire de ce pays-là, pour que vos enfants qui naissent ici puissent être pénétrés, puissent être pétris de l'histoire de leur pays et que devenus grands, ils puissent s'engager pour le développement de ce pays. Et quand on dit que construire une fierté identitaire forte passe par la connaissance de l'histoire, la connaissance de l'histoire va nous instiller l'amour de nos ancêtres. Oh là là! Depuis que j'en fais mon métier, je suis littéralement en amour avec mes ancêtres, malgré leurs défauts. Malgré leurs défauts. Et ça, c'est une mauvaise façon qu'on nous a enseigné l'histoire en Haïti. On nous a appris à dresser les personnages les uns contre les autres, à opposer Dessalines à Toussaint Louverture, à opposer, je ne sais pas, n'est-ce pas, Henri-Christophe à Capois la mort. Bien sûr que nos ancêtres ont des défauts. George Washington n'avait-il pas des défauts? Abraham Lincoln n'a-t-il pas des défauts? Et pourtant, les États-Unis vont choisir, dans leur roman historique, dans leur roman national, d'enseigner un amour inébranlable pour ces personnages-là à leurs enfants. Charles de Gaulle n'a-t-il pas des défauts? Et pourtant, la France va choisir d'enseigner un amour inébranlable de Charles de Gaulle aux enfants. C'est la même chose ici au Québec pour les René Lévesque, etc. Alors, ce n'est pas un prétexte. Le fait par nos ancêtres d'avoir des défauts, le fait par eux de s'être trompés, le fait par eux, n'est-ce pas, de s'être livrés à des querelles de chapelle, ce n'est pas une raison pour que j'en aime un et que j'en déteste d'autres. Je suis tout à fait conscient des défauts et des limites de feu mon père, mais je l'aime malgré ses défauts. Je suis tout à fait conscient des limites et des défauts de ma mère, mais je l'aime malgré cela, ou je l'aime à cause de cela. Imaginez une mère qui n'aurait pas de défaut, imaginez un père qui aurait été imparfait, eh bien bon Dieu, il me serait tellement inaccessible que je finirais par m'éloigner de lui. Mais non, c'est précisément parce que nos ancêtres ont des défauts qu'on va apprendre d'eux. Qu'on va apprendre de leurs errements, qu'on va apprendre de leurs erreurs, qu'on va apprendre, n'est-ce pas, de leurs querelles de chapelle pour les transcender. Parce qu'on a une cause beaucoup plus noble et surtout parce qu'on a l'histoire derrière nous. On ne peut pas reproduire les mêmes erreurs d'hier. Donc quand on veut construire une identité forte, quand on veut construire une fierté identitaire forte dans nos communautés, on apprend l'histoire de sa communauté. Quand on veut construire une fierté identitaire forte dans nos communautés, on met en valeur les éléments de notre culture, notre langue. Vous savez, je sais qu'il fut un temps où une certaine génération d'Haïtiens qui est arrivée au Québec refusait de parler le créole aux enfants. Bon. Qui suis-je pour juger ces gens-là? Ils avaient leur propre complexe d'infériorité, ils vivaient leur propre haine de soi, ce que Price Mars appelle le pauvarisme. Mais maintenant qu'on sait qu'ils ont fait ça, maintenant que nous avons cette histoire derrière nous, nous avons le devoir de réparer cette erreur. Ce n'est pas vrai que si les enfants parlent créole à la maison, ils vont avoir de la difficulté à faire l'apprentissage du français. Ce n'est pas vrai que si nous leur parlons en créole à la maison, ils auront de la difficulté à faire l'apprentissage de l'anglais. Ça, c'est une fausse science. Ce que la science dit en réalité, c'est que les enfants ont une capacité immense pour faire l'apprentissage des langues. Il y en a même qui peuvent apprendre jusqu'à 10 langues.
Donc profitons de cela pour parler créole à nos enfants à la maison. Ma plus grande fierté, c'est lorsque dans mes rencontres avec mes enfants, dans mes débats hebdomadaires avec elles, mais elles parlent créole. Et moi, je les tense ainsi en leur lançant tel vieux proverbe de ma grand-mère, et puis je leur dis, mais savez-vous ce que ça signifie? Et là, je les vois qui s'essayent, qui essaient de décortiquer le sens. Je dis, mais bon Dieu, c'est une fierté. Les enfants d'Italiens vont comprendre l'italien parce que leur grand-mère, leur grand-père parlent l'italien à la maison. Et dans beaucoup de familles, on va même les envoyer à l'école pour apprendre, n'est-ce pas, l'italien. Et l'exemple que je vous prends là, j'aurais pu le prendre pour la communauté chinoise. J'ai des amis chinois qui conduisent leurs enfants dans des écoles le samedi pour que ces derniers apprennent le mandarin. Parce qu'à l'école québécoise, on n'enseigne pas le mandarin et ces parents-là veulent que leurs enfants non seulement puissent entendre le mandarin, mais qu'ils puissent l'écrire. Et pas seulement la langue, mais également, n'est-ce pas, l'histoire de leur pays. Quand on veut construire une fierté identitaire forte, on valorise les éléments fondamentaux de notre communauté, le créole. Je n'ai rien contre, je l'ai dit à plusieurs reprises, rien contre les mariages interethniques ou les mariages mixtes, comme on les appelle improprement. Mais bon Dieu, si votre femme n'est pas une Haïtienne, si votre mari n'est pas un Haïtien, enseignez-lui le créole. Mais bon Dieu, c'est une question d'équilibre, quant à moi. Mais c'est une question de bon sens. Hein? Vous savez, l'amour opère des miracles. Votre femme n'est pas haïtienne d'origine, mais trouvez une façon élégante de lui faire comprendre que le créole est à ce point important pour vous qu'il lui faut l'apprendre. D'ailleurs, c'est bon pour les enfants. Parce qu'à un moment donné, les enfants vont entendre leur mère non haïtienne parler créole, et bien ça va en faciliter l'apprentissage. Eh bien, votre mari n'est pas d'origine haïtienne, mais trouvez une façon, madame, élégante, de lui faire comprendre que le créole pour vous est à ce point important que, par amour pour vous, il faudrait qu'il apprenne le créole. Comme ça, lors des soupers avec vos parents à vous, d'origine haïtienne. Comme ça, lors du passage du grand-père ou de la grand-mère des enfants, lors du passage de leur tante, eh bien, vous ne serez pas nécessairement obligé de tout traduire pour ce mari non haïtien ou bien pour cette femme non haïtienne. Quand vous voulez construire une fierté identitaire forte, vous valorisez les fondamentaux de votre culture et on commence par la langue. La cuisine, absolument. Absolument. La cuisine haïtienne est riche et en ceci, elle n'a rien à envier à une autre cuisine. Je suis bien ouvert à manger autre chose, bravo. Les cultures vivent d'échanges. Il n'y a pas de culture qui soit statique. Quand une culture est statique, mais elle va mourir, les cultures vivent d'échanges. Et la cuisine, c'est un grand vecteur culturel. Je ne connais personne à qui je fasse goûter un du riz John, du riz aux champignons. Je ne connais personne à qui je fasse goûter une banane pesée. Je ne connais personne à qui je fasse goûter un poisson préparé à l'haïtienne qui ne s'en lèche les doigts. Alors, quand vous voulez construire une fierté identitaire forte, vous valorisez votre cuisine. Il fut un temps, hélas, où certaines personnes d'origine haïtienne, étant justement des Haïtiennes ou des Haïtiens honteux, préféraient acheter
des repas surcongelés pour éviter d'apporter un calalou au travail, pour éviter d'apporter un lalo au travail, pour éviter d'apporter que sais-je encore. Mais le Québécois n'est pas gêné d'apporter son pâté chinois. L'Italien n'est pas gêné d'apporter ses spaghettis. Pourquoi moi, je serais gêné d'apporter mon lalo ou bien mon... Ah oui, bien sûr, ils vont me demander qu'est-ce que c'est. Et je vais prendre, n'est-ce pas, éprouver un plaisir à leur expliquer ce que c'est. C'est quoi cette connerie? Vous invitez un étranger à manger chez vous et vous lui faites des œufs tournés à l'italienne. Putain d'aliéné. Hein? C'est quoi cette connerie? On va laisser les Italiens préparer à leurs invités des œufs tournés à l'italienne. Mais vous, Haïtiens, Haïtiennes, bon Dieu, faites des œufs, n'est-ce pas, à la ransort. Faites du tchaka. Faites donc de l'acassan, que sais-je encore. Valorisez votre cuisine. C'est une cuisine tellement riche et diversifiée. Quand on veut construire une fierté identitaire forte, on valorise sa musique. Ah oui, vous savez, les Occidentaux sont à ce point nombrilistes qu'ils appellent leur musique la musique classique, qu'ils appellent leur littérature la littérature classique, qu'ils appellent leur civilisation la civilisation, comme si avant eux il n'y avait rien. Foutaise que tout cela, vous savez que c'est de l'épistémicide. Hein? Ils tuent, d'abord ils volent ce qui est aux autres, et ensuite ils tuent ceux qui transmettaient cette culture-là. Et après, il dit, c'est à nous. Mais vous, consommez votre musique haïtienne. Dansez-la, cette musique haïtienne. Et en parlant de danse, on a reçu une fois sur notre plateau Jean-Claude Martineau qui nous parle de plusieurs dizaines, sinon plus de rythmes et de rites qu'on retrouve dans cette musique haïtienne. En fait, il faudrait même parler d'une mosaïque s'agissant de la musique haïtienne. Je ne suis pas contre que vous fassiez apprendre des danses européennes à vos enfants, mais on s'entend. En plein 21e siècle, ce serait dommage que vous croyiez que les danses européennes sont supérieures aux danses folkloriques africaines, aux haïtiennes, en sorte que vous tirez gloire à dire à vos voisins, à vos collègues de travail, que votre fille apprend la valse. C'est bien, c'est bien. Mais qu'en est-il des danses folkloriques haïtiennes? Qu'en est-il du yanvalou? Qu'en est-il de ces pléthores de danses que nos ancêtres ont conçues, qu'ils ont pratiquées et qu'ils ont transmises jusqu'à nous? Est-ce que vous allez arrêter ici la courroie de transmission au nom d'une aliénation religieuse? Quand vous voulez construire une fierté identitaire forte, vous valorisez la spiritualité de vos ancêtres. Ah oui, je vous entends dire, ah ouais, mais il va nous parler du vaudou, mais bien sûr, vous voyez, dès que je dis spiritualité de nos ancêtres, vous savez clairement que je fais référence au vaudou, donc c'est vous-même qui vous accusez. À force de vous défendre, vous vous accusez. Parce que quand je dis spiritualité ancestrale, vous savez bien que c'est pas le christianisme, vous savez bien que c'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, j'ai rien à foutre d'eux, je suis pas juif. Vous savez bien que je ne fais pas référence à Allah, c'est la façon toute arabe ou musulmane de nommer Dieu. Nous, Dieu, on l'appelle autrement, on le sert autrement, on l'aborde autrement. Il faut parler, n'est-ce pas, du Dieu de Makandal, du Dieu de Boukman et quoi? Ah ouais, même pas de kon bagay ça yo. Je m'excuse. Si vous avez ce défaut-là, eh bien, quand il vous manque quelque chose dans votre culture, mais vous allez le chercher. Il dit, ah oui, mais où le chercher?
commencez par acheter des livres. Il y a de bons policiers, il y a de mauvais policiers, il y a de bons médecins, il y a de mauvais médecins, il y a de bons journalistes, il y a de mauvais journalistes. Alors quand vous voulez vous informer sur le vaudou pur, car il y a un vaudou pur, il y a un vaudou guinéen, vous vous informez. Vous cherchez des livres. Vous allez assister à des cérémonies vaudou, bien sûr. Comment pouvez-vous... Regardez, essayons d'imaginer que je tienne ici une orange, pas vrai? Comment pouvez-vous savoir si mon orange est sucrée ou amère? À moins que vous en fassiez l'expérience. Eh bien, c'est la même chose. Ne vous contentez pas, et là je m'adresse aux jeunes qui sont nés ici, ne vous contentez pas des oui-dire là. Des oui-dire qui viennent de l'époque coloniale, quand tout ce qui était originaire de l'Afrique était diabolisé. Vous les jeunes, ne vous contentez pas de ces oui-dire, allez-y par vous-même. Informez-vous, assistez à une cérémonie vaudou. Allez écouter des conférences présentées par des vaudouisants, par des Oungans, par des Mambos, lisez par Dieu. Quand on veut construire une identité, faire une fierté identitaire forte, alors là, on procède à des échanges culturels entre les gens de la communauté établis en terre étrangère et le pays d'origine. Je veux rendre hommage à mon ami Jafrique Haïti qui m'a sensibilisé sur cette facette-ci de la chose. Il a amené ses enfants en Haïti, eux qui sont nés à l'étranger. Il les a fait vivre précisément dans les conditions du terroir. Aller dans des latrines, dormir sous la tonnelle, se nourrir de ce que les gens d'Haïti se nourrissent. Et au terme de l'expérience, les enfants, loin d'en être traumatisés, adorent ça. Quand on veut construire une fierté identitaire forte, on fait ce fameux voyage initiatique vers son pays d'origine. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Quand on veut donc construire cette fierté identitaire, fiévreuse, contagieuse, on fait le voyage jusqu'à Haïti. On y amène les enfants. Là, je vous entends, vous dites, ah oui, mais il y a l'insécurité. Partiellement vrai. L'insécurité, elle est, vous savez, confinée dans l'agglomération de Port-au-Prince. C'est Port-au-Prince de tous les dangers. Mais vous allez dans les villes de province, là, les gens n'ont même pas entendu parler de l'insécurité. N'exagérons en rien. Hein? Je ne nie pas qu'il y ait des problèmes d'insécurité, mais c'est à Port-au-Prince, c'est dans l'agglomération de Port-au-Prince. Cité Soleil n'est pas le Cap-Haïtien, Martissan n'est pas les Gonaïves. Tel autre quartier encore n'est pas Jacmel. Donc, quand vous voulez construire cette fierté identitaire, amenez vos enfants en Haïti. Et si vous êtes né ici, que vous soyez maintenant un adulte, allez-y par vous-même. J'ai un jeune ami là, haïtien, qui est né à l'étranger, en France pour ne pas le nommer, qui a 37 ans, il partageait cela avec nous, n'est-ce pas, sur notre plateau dernièrement. À 37 ans, il a décidé
de faire le voyage en Haïti. Il suit nos émissions depuis un certain temps. Il m'appelle et dit, écoutez, Monsieur Fissé, mais je veux y aller. Waouh, d'où ça sort ça? Non, 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 je sens le besoin d'y aller. Il y va, il n'en revient pas. Vous savez ce que les étrangers disent? Ils disent qu'en Haïti, apparemment, il y a un maringouin. Quand on y va, quand ce maringouin nous pique, c'est pas compliqué, on devient fou d'Haïti. J'aime cela. C'est, entre autres, comment il s'appelle là, ce diplomate brésilien, Ricardo Setenfus, qui en parle dans son livre « L'échec de la communauté internationale en Haïti ». Il parle d'un moustique légendaire qui existe qu'en Haïti. Et quand vous allez en Haïti, dès que ce moustique vous pique, c'est pas compliqué, vous êtes fou d'Haïti. J'oublierai jamais cet exemple. En 2009, hein, il y avait un symposium international pour le 100e anniversaire de Jacques Roumain. Jacques Roumain, c'est l'auteur des Gouverneurs de la Rosée, le père du Bureau de l'ethnologie d'Haïti. Et nous étions probablement une centaine de savants, d'experts, d'érudits de partout à travers le monde, hein, d'Europe, de l'Amérique, des Antilles, à nous rendre à l'invitation du gouvernement de Jacques-Édouard Alexis d'alors pour présenter chacun en son champ de compétences, n'est-ce pas, une facette de l'œuvre immense de Jacques Roumain. J'oublierai jamais cela, les amis. Écoutez-moi bien. Il y avait une dame d'origine juive qui était à Montréal, professeure de littérature, et puisque son champ de compétences et d'expertise, c'était justement Jacques Roumain, mais elle faisait partie de ce symposium. Au moment où on devait quitter Haïti pour retourner au Canada, la dame a dit que non. Parce que chacun d'entre nous, à un moment donné, présentait une conférence dans une ville du pays et la dame est allée présenter une conférence à Jacmel. Elle est tombée en amour avec cette ville. J'ai l'impression que ce fameux moustique légendaire l'a piqué. La dame a appelé sa famille ici au Canada pour dire qu'elle ne reviendra pas. Plusieurs mois après, elle est rentrée seulement pour faire ses mallettes. Et aujourd'hui encore, elle vit en Haïti. Il n'y a pas plus haïtienne que cette femme-là, qui ne connaissait rien d'Haïti, qui n'a pas de parenté en Haïti, qui est allée en Haïti et qui a dit « Putain, ça c'est mon pays ». Voyez, quand on veut construire une fierté identitaire forte, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce voyage initiatique, on y amène nos enfants. Je vois les protestants organiser des voyages en Israël pour aller marcher sur la terre de Jésus. Qu'est-ce que vous avez à foutre? Je vois des gens organiser des voyages pour aller, je ne sais pas moi, dans tel pays européen, rencontrer, si vous voulez, une relique ou bien se rendre dans un haut lieu de Notre-Dame de Lourdes. Mais c'est un autre exemple d'aliénation. Vous là, allez à la citadelle La Ferrière, rendez-vous à Fort-Saint-Jacques, allez dans ces hauts lieux de votre pays, allez, n'est-ce pas, à Souvenance, allez au palais, aux 365 portes, laissez-vous pénétrer de la géographie de votre pays, du paysage de votre pays. Faites donc ce voyage initiatique, ce pèlerinage identitaire. Allez à Bois-Caïman. Les Arabes, les musulmans doivent se rendre à la Mecque. Donc quand on veut construire cette identité, cette fierté identitaire forte, on va au pays pour respirer l'air du pays, pour manger une mangue du pays, dormir à la belle étoile. Quand on veut construire une fierté identitaire forte, vous savez quoi? On s'implique dans sa communauté. Vous savez, ce que je fais là avec vous, je le fais parce que je m'impose ce devoir. Et pour moi, ça devient un sacerdoce. Et l'équipe qui travaille avec moi,
est une équipe tellement consacrée, tellement dévouée à cela. Nous avons chacun nos responsabilités professionnelles. Mais je comprends que c'est mon devoir de m'impliquer dans ma communauté en animant ces 2 émissions par semaine. Et merci de trouver utile cette émission-là. Mais ça me rend heureux de m'impliquer dans ma communauté. Quand vous voulez construire une fierté identitaire forte, vous vous impliquez dans votre communauté. Identifiez un organisme communautaire, identifiez une cause communautaire et saisissez-la. Votre pays le mérite bien, vos ancêtres le méritent bien. Quand vous voulez construire une fierté identitaire forte, vous défendez votre pays. C'est quoi cette connerie de m'associer à des étrangers qui médisent de mon pays? Ah, vous savez, Haïti, bon Dieu. J'ai dit non, vous comprenez mal. Le Canada s'associe avec les États-Unis et la France pour étouffer Haïti, mais ce n'est pas qu'Haïti soit plus problématique qu'un autre. Le jour où les Haïtiens vont se soulever pour repousser la botte du Canada, des États-Unis et de la France sur notre cou, alors là, Haïti redeviendra ce phare. Alors, quand un étranger dit « Ah, bon Dieu, vous savez, quand l'étranger tient ce ton de pitié sur mon pays, non, je dis non, on ne fait pas pitié. » Dernièrement, j'accordais une entrevue. Il y avait un reportage sur Haïti dans une certaine chaîne de télé d'ici. Et lorsque la journaliste essayait de me dire « Ah, mais vous savez, c'est triste, hein, les kidnappings », j'ai dit « Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. » Je ne nie pas qu'il y ait des kidnappings et qu'un kidnapping ne soit jamais une bonne nouvelle, mais c'est un kidnapping qui répond à un agenda idéologique des États-Unis, du Canada et de la France. Et là, tout à coup, le chat est sorti du sac puisque l'OE a dit « Écoutez, vous ne pourrez pas vous en sortir sans nous, même si c'est nous, de la communauté des nations malveillantes qui avons créé le problème, mais vous aurez encore besoin de nous. » Et j'ai dit dans cette entrevue qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse le temps de trouver une solution proprement haïtienne, merde. Donc quand on veut construire une fierté identitaire forte, on défend son pays sur toutes les tribunes et à chaque occasion. Enfin, puisque le temps nous manque, ça c'est important, je vais dire 2 choses. Quand on veut construire une fierté identitaire forte dans sa communauté, on s'engage politiquement. Je vous entends. Tout le monde ne peut pas faire de la politique active, tout le monde ne peut pas faire de la politique élective, tout le monde ne peut pas devenir politicien, je comprends, mais s'engager politiquement ne veut pas nécessairement dire être un élu. Organisez-vous, regroupez-vous, identifiez un politicien de métier qui est sensible à votre agenda, financez sa campagne et imposez-lui votre agenda. C'est ce que font les Juifs. C'est ce que font les Italiens. C'est ce que font les communautés dont la cause avance politiquement. Je ne vous demande pas nécessairement de faire de la politique. Si vous en faites, tant mieux. Mais organisez-vous, comme le disait Mao. OK ? Identifiez un politicien qui semble avoir une sensibilité pour votre cause communautaire, financez sa campagne, qui finance commande, Money Talks, et imposez votre agenda communautaire à son agenda politique. Et enfin, je vous avais promis 2 choses. Quand on veut construire une fierté identitaire forte, on devient fort économiquement. On construit aussi une force économique. Vous savez là, Money Talks. Vous pouvez beau dire, ah, vous êtes fier d'être haïtien, si vous êtes faible économiquement, personne ne vous prendra au sérieux. Mais quand vous êtes fort économiquement, vous n'avez pas besoin de faire des marches dans la rue, on vous respecte. J'aime à vous le dire, je suis ici depuis 34 ans. Je n'ai jamais vu des Juifs organiser des marches dans les rues de Montréal. En avez-vous jamais vu? Jamais.
Les Juifs ne font pas des marches. Non. Vous savez ce qu'ils font? Ils se servent de leur argent pour financer la campagne de tel politicien qui va financer ou bien qui va faire avancer leur agenda. Ils se servent de leur argent pour demander à tel ministre de nommer telle personne comme chef de police. Car le chef de police, s'il n'est pas antisémite, il va veiller à ce qu'au sein de son corps de police, qu'il n'y ait pas de pratique antisémite. Le juif va influencer l'agenda du politicien pour que ce dernier nomme des juges qui ne soient pas antisémites. Comme ça, lorsqu'il y a des causes juives devant des cours de justice, tout à coup, ils ne perdent jamais. Donc, lorsque vous refusez de financer des gens d'affaires de votre communauté, vous êtes un imbécile. Si vous dites « Ah ouais, mais je ne ferai pas d'affaires avec les Haïtiens. Je ne mangerai pas dans un restaurant haïtien. Je n'achèterai pas mon assurance vie entre les mains d'un Haïtien. Je n'appellerai pas un professionnel haïtien pour venir rénover ma maison. » Vous vous comportez en imbécile, en aliéné. Parce que plus vous êtes fort économiquement, plus de moyens vous aurez pour imposer votre agenda communautaire à la politique. La politique, c'est comme une pute, j'aime à le dire. Un politicien, c'est comme une pute. Hein? Il se donne au plus offrant. Le politicien, il a besoin d'argent pour financer sa campagne. Et en plus, il a besoin d'être réélu à chaque 4 ans, à chaque 5 ans, à chaque 2 ans. Et à chaque fois, il a besoin d'argent. Si votre communauté finance sa campagne, il va faire avancer votre agenda. Mais pour que vous soyez en mesure de financer sa campagne, vous avez besoin d'être fort économiquement. Envoyez-vous beaucoup de Chinois venir manger dans les restaurants haïtiens? Envoyez-vous beaucoup d'Arabes venir acheter dans les épiceries haïtiennes? Connaissez-vous beaucoup d'Italiens qui font appel à des professionnels haïtiens pour venir rénover leur maison? Pourquoi vous, imbéciles, vous faites la même chose? Pourquoi vous refusez d'acheter dans une épicerie haïtienne au profit d'une épicerie arabe? Vous connaissez, tout le monde va dans ce truc arabe-là. Pourquoi vous dites, ah, comme un imbécile, je ne ferai pas d'affaires avec les Haïtiens, vous achetez votre assurance vie entre les mains d'un Italien qui, lui, n'achètera jamais son assurance vie entre les mains d'un Haïtien. Vous voulez acheter une maison, vous faites appel à un agent immobilier étranger. Connaissez-vous beaucoup de Chinois qui vont appeler un agent immobilier haïtien pour vendre ou acheter leur maison? Voyons donc, chaque monde après régler les affaires. Chacun s'occupe de sa petite maison. Eh bien, on doit s'occuper à un moment donné de sa communauté. Question d'être forte comme communauté et qu'alors nous ayons les outils entre les mains pour construire une fierté identitaire forte. J'espère vous avoir été utile. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais il faut respecter le format d'à peu près 1 heure. Je vous laisse réfléchir, regardez l'émission à plusieurs reprises, transmettez-la dans vos réseaux respectifs et likez, tenez. Si vous aimez ce qu'on fait là, mais likez, ça ne vous coûte rien. Pourquoi êtes-vous à ce point chiche que vous refusez de liker? Regardez, on va faire l'exercice ensemble. Cliquez sur le petit bouton là, likez. Bon Dieu, pourquoi c'est si difficile? J'en connais qui vont bouder plutôt que de le faire. Vous ne me punissez pas. Je vous demande seulement de m'encourager, ça va? Alors, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, recrutez d'autres personnes qui vont s'abonner. Car plus on est nombreux sur cette chaîne, plus puissants, plus influents serons-nous dans ce qu'on fait. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. N'oubliez pas entre-temps de précommander mon livre. Sur Toussaint l'ouverture, c'est un petit bijou de livre. OK? On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Allez, au revoir.